Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 politique, un 7-8 politique un peu particulier ce soir puisque nous sommes au Parlement européen de Bruxelles. Tous les mois, nous allons rencontrer un député d'Île-de-France, l'occasion de parler avec lui d'Europe évidemment, l'Europe qui intervient dans notre vie à tous et tous les jours. Nous évoquerons avec notre invité l'actualité du vieux continent, le fonctionnement des institutions européennes et nous vous donnerons la parole également pour que vous puissiez interroger directement les élus. Pour cette première ici à Bruxelles, Constance Legris, eurodéputée Les Républicains d'Île-de-France, nous accompagnera. Nous parlerons notamment avec elle de la crise syrienne et des migrants. Dans cette émission, on va découvrir aussi un père fondateur, un peu d'histoire pour parler du projet européen, Jean Monnet. Nous irons voir aussi du côté de chez nos voisins les différents régimes politiques qui sont en vigueur en collaboration avec la Maison de l'Europe des Yvelines. D'ailleurs, les Yvelinois auront la parole dans cette émission puisqu'ils pourront poser leurs questions directement à notre invité. Constance Legris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée européenne depuis 2010. À l'époque, vous aviez remplacé Michel Barnier, alors nommé commissaire européen. Mais l'Europe et vous, c'est beaucoup plus ancien, puisque dès 1989, vous étiez attaché parlementaire d'Alain Lamassoure, eurodéputé toujours. C'est un sujet, l'Europe, qui vous a toujours passionné depuis votre plus jeune âge. Vous vouliez faire une carrière politique au sein des institutions européennes ? Les enjeux européens m'ont toujours passionné. Effectivement, la construction européenne, l'histoire de l'Europe sont au cœur de mes engagements depuis longtemps et d'une certaine manière également au cœur de mon histoire familiale puisque je suis née d'un mariage mixte. Mes parents ne venaient pas du même pays, n'avaient pas la même nationalité et j'ai très longtemps vécu sur les bords du Rhin, à Strasbourg, où j'ai notamment vu en 1979 arriver la première assemblée parlementaire européenne issue du suffrage universel direct et c'était un spectacle à la fois très impressionnant et très émouvant. Est-ce que j'ai toujours voulu faire une carrière politique européenne? Je n'ai pas l'impression d'être dans une carrière politique européenne ou pas européenne, j'ai simplement l'impression d'être fidèle et à mes racines familiales et à mes envies pour l'avenir en essayant d'apporter ma très modeste contribution à la construction européenne. La construction européenne, justement, il en est question tout de suite. On va parler d'histoire. Nous allons vous faire découvrir le parcours de l'un des pères fondateurs du vieux continent. Ce mois-ci, découvrons Jean Monnet, porteur du premier projet européen, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Une présentation en collaboration avec Philippe Le Guen, le président, le directeur de l'association Jean Monnet, basée dans les Yvelines. Bien, Jean Monnet, au départ, c'est un jeune homme qui est dans l'entreprise familiale de son père, négociant de cognac. Donc vous voyez la bouteille de cognac sur la table, ça fait vraiment symbole de l'homme qu'il était. Mais il a eu un destin extraordinaire puisque de négociant de cognac, il a été amené à travailler pendant la Première Guerre mondiale avec les Alliés. Puis ensuite, il est devenu il a eu une carrière internationale, d'abord dans la Société des Nations. Ensuite, il a été banquier international et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, il a rejoint un rôle important. Et à la fin de la guerre, il a modernisé aussi la France par le commissariat du plan qu'il a inventé. Et puis, en parallèle, il a mis en œuvre le premier projet qui a finalement fonctionné de communauté européenne, celle du charbon et de l'acier. D'abord, il a été le premier qui est arrivé avec un projet concret qui a fonctionné, parce qu'il y avait eu évidemment depuis longtemps des idées de pacifier l'Europe déjà après la Première Guerre mondiale. Même Victor Hugo parlait des États-Unis d'Europe, mais les projets étaient des vœux pieux peut-être, mais qui n'étaient pas assez concrets pour fonctionner. Et Jean Monnet a eu ce projet concret de travailler sur les matières premières importantes dont on a besoin pour se faire la guerre, le charbon et l'acier, et en mettant en commun entre la France et l'Allemagne d'abord, et ensuite rejoint par d'autres pays, ces ressources primaires, le charbon et l'acier, eh bien, on garantissait évidemment la paix entre les producteurs de ces matières. Nous ne sommes qu'au début de l'effort que l'Europe doit faire pour connaître enfin l'unité, la prospérité et la paix. Et puis il s'est appuyé aussi sur des hommes politiques courageux, comme Robert Schuman, qui ont porté le projet politiquement, parce que Jean Monnet n'était pas un homme politique, c'était plutôt un concepteur de projet.
Constance Legris, quand on est eurodéputé comme vous, est-ce qu'on s'intéresse à ces parcours des pères fondateurs? Est-ce que parfois on se replonge dans ce qu'était à la base le projet européen voulu par ces personnages historiques? Est-ce que c'est important de se rappeler de ces idées-là, ces premières idées qui ont construit aujourd'hui l'Europe telle qu'on la connaît? C'est essentiel. Alors, je vous avouerai que je ne relis pas tous les matins les écrits de Jean Monnet ou la déclaration de Robert Schuman, même si régulièrement, et pas qu'une fois par an, plus régulièrement même que cela, je la relis, et pas uniquement à l'occasion de son anniversaire le 9 mai. Mais bien évidemment, quand on s'intéresse vraiment en profondeur à la construction européenne, on doit plonger dans le cœur de cette histoire européenne, savoir d'où l'on vient, savoir ce qu'a été notre passé douloureux, guerrier, ô combien meurtrier, des guerres civiles européennes qui sont allées jusqu'au génocide, 3 guerres entre la France et l'Allemagne. Et puis il faut se plonger également, bien sûr, dans le parcours et les engagements et les écrits de quelques-uns des pères fondateurs. Il y a quelques mères fondatrices également. Également, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. Est-ce que dans cette période un peu mouvementée pour l'Europe, qu'il est beaucoup même, est-ce que c'est aussi important de se rappeler de ça, de pourquoi l'Europe a été construite et de ne pas oublier ce volet historique? Très important de ne pas oublier effectivement pourquoi on a travaillé après des conflits meurtriers, encore une fois, la 3e guerre franco-allemande qui a déclenché une 2e guerre mondiale, pourquoi on a souhaité travailler à la réconciliation entre les peuples français et allemands et donc à la réconciliation entre les peuples européens, pourquoi après on a souhaité abroger le rideau de fer, faire tomber, je dirais, la prison des peuples dans laquelle se trouvaient trop de nos compatriotes européens en Europe centrale et orientale. Mais le plus important quand même, c'est de pleinement prendre conscience que nous sommes passés du XXe au XXIe siècle et que autant c'est important de se nourrir du passé parce qu'il faut savoir d'où l'on vient et il faut avoir des racines et des valeurs profondes, ancrées, je dirais, mais il faut avant tout regarder l'avenir. On est entré dans un nouveau monde, on est entré dans un nouveau siècle, on a changé de monde. Parfaite transition, on va évoquer justement maintenant l'actualité européenne et l'actualité en ce moment du vieux continent. C'est un regain de tension entre certains pays et la Russie et je pense évidemment à la France. On a l'impression d'être revenu 2 ans en arrière à l'époque de la crise ukrainienne. Vladimir Poutine devait se rendre en France le 19 octobre prochain. Il a annulé sa venue à Paris. Les points de désaccord sont nombreux, on va les évoquer. Mais selon vous, Constance Legris, quelle position on doit adopter aujourd'hui face à la Russie? Est-ce qu'on doit fixer les lignes rouges à ne pas franchir ou alors est-ce qu'il faut se montrer conciliant avec la Russie et continuer à discuter avec? Certainement pas se montrer conciliant. Et quand on est un grand pays comme la France, on n'a absolument pas vocation à se montrer conciliant avec qui que ce soit. Mais par contre, prenez le dialogue, prenez la fermeté, mais en ayant toujours la main tendue pour tenter de comprendre et de ne pas ressusciter je ne sais quelle guerre froide, mais être dans quelque chose qui puisse construire valablement l'avenir, et notamment le retour de la paix, par exemple en Syrie. Ça me semble être la mission historique de la France. Et moi, je ne veux certainement pas qu'on déclare la guerre à la Russie, ou qu'on ressuscite la guerre froide. Pas forcément, on ne parle pas de déclaration de guerre, mais les tensions aujourd'hui, la façon de faire de la diplomatie française, et notamment de François Hollande, qui a dit « je ne sais pas si je vais recevoir Vladimir Poutine ». Déplorable. Honnêtement, je condamne très fermement cette espèce de valse-hésitation de la diplomatie française, et je ne fais là aucun jeu de mots mal placé, n'est-ce pas? Mais cette valse-hésitation de la diplomatie française et de François Hollande, c'est incompréhensible. Et en plus, nous sommes arrivés en ce moment très précis à accomplir une espèce de performance, entre guillemets, que je qualifierais plutôt de contre-performance. Nous sommes actuellement et simultanément, ça n'était jamais arrivé dans notre histoire, fâchés et avec la Pologne et avec la Russie. Excusez du peu, quelle contre-performance absolument navrante pour la diplomatie française. De vente de matériel Bien sûr, mais militaire. nous sommes actuellement en froid et avec la Pologne et avec la Russie. Ça n'était jamais arrivé. C'est quand même une atmosphère de fin de règne qui commence à entacher gravement la crédibilité et le rayonnement de notre pays. Alors le sujet de tension numéro 1 entre la Russie et la France, c'est évidemment le dossier syrien. La Russie a mis son veto à un projet porté par la France devant l'ONU. Je le déplore. On parle toujours des États-Unis dans ce cas-là, de la Russie, de la France, et on se demande un peu où est l'Europe, où est la voix de l'Europe. Est-ce que concrètement sur un dossier comme la Syrie et plus généralement sur les dossiers internationaux, l'Europe n'existe pas?
Alors, il est vrai que c'est une gageure que de réaliser une politique étrangère européenne commune. Il y a, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, donc depuis quelques années, un haut responsable, en l'occurrence une haute représentante, c'est une dame qui joue le rôle, avec tous les guillemets qu'il convient de mettre, de super ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et qui tente d'harmoniser, de dégager une voie européenne commune. C'est très difficile, bien évidemment, c'est un défi permanent. Sur certains dossiers, c'est plus facile parce qu'il existe. C'est les États qui rechignent à laisser un peu de leur... Parce que nous avons des grandes politiques diplomatiques dans un certain nombre d'États. Il n'y a pas 28 diplomaties qui sont extraordinairement actives et importantes, de même qu'il n'y a pas 28 armées qui ont un véritable rôle européen et international à jouer. Mais enfin, nous avons effectivement des siècles et des siècles d'histoire diplomatique, d'histoire d'engagement international dans ce concert des nations européennes. Et il ne s'agit pas d'écraser, d'étouffer, de gommer tout cela, mais plutôt de voir comment transcender éventuellement quelques divergences, quelques différences et mettre tout cela en harmonie. Alors sur certains dossiers, on y est arrivé. Je pense notamment par exemple au très difficile dossier iranien de la sûreté nucléaire en Iran, où tout au début du début, mais ça remonte à il y a des années et des années, c'était l'Union européenne et Javier Solana, qui était le prédécesseur en quelque sorte de Madame Mogherini, qui avait initié un dialogue dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement exigeantes avec l'Iran. Et puis après, on a vu d'autres grandes puissances, les États-Unis, etc. Donc de temps en temps, quand on arrive à se mettre d'accord et qu'on arrive à cerner nos objectifs communs, on peut arriver à dégager les voies et moyens d'une vraie diplomatie européenne. Sur le dossier syrien, les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord, puisqu'on connaît les conséquences aujourd'hui pour le continent européen. C'est la crise migratoire. Du coup, ça concerne tous les Européens, mais pourtant... Il n'y a pas de cacophonie. Non, il n'y a pas de cacophonie sur le dossier syrien. Personne au sein de l'Union européenne, pas que la France, mais il se trouve que la France est militairement très engagée et nous avons des hommes et des femmes, nos valeureux soldats qui sont prêts à mourir pour défendre un certain nombre de valeurs et un certain nombre de positions qui ne sont pas que françaises, loin de là, qui sont des valeurs et des positions et une politique européenne. Mais il n'y a pas de cacophonie. Pour le coup, sur le dossier syrien, il n'y a pas de cacophonie européenne. Mais c'est vrai qu'il y a des raisons historiques, des raisons militaires, des raisons diplomatiques qui font qu'à un moment donné, on entend plus un pays que une haut fonctionnaire ou une grande diplomate européenne. On faisait le lien forcément entre la crise syrienne et la crise des migrants en Europe. Quand vous voyez l'Europe de l'Est toujours plus réticente à accueillir des migrants, notamment la Hongrie qui a organisé un référendum sur le sujet invalidé mais qui a été fortement soutenu par la population sur place, l'Europe occidentale également qui se fiche sur ce sujet, l'Allemagne, la France depuis le début. Qu'est-ce que ça vous inspire? On a l'impression parfois que les valeurs de l'Europe sont bafouées sur une telle crise et qu'on ne va pas dans le sens de l'histoire, notre histoire à nous. Alors d'abord, moi je ne veux pas que l'on donne des leçons à l'Europe et aux peuples européens. L'Europe est le continent au monde le plus ouvert, celui qui a toujours accueilli le plus de réfugiés et de migrants et qui continue à accueillir, proportionnellement à sa population, le plus de réfugiés et de migrants. C'est quelques 1 500 000 approximativement migrants, réfugiés venus en Allemagne, en Suède et très peu dans le reste des pays. Qui sont venus dans beaucoup de pays européens, mais effectivement, et puis vous oubliez la Grèce et l'Italie, qui sont quand même à notre bordure extérieure et qui sont en réalité les premiers concernés par l'accueil dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Cela implique des efforts et dépenses d'énergie incroyables qui sont en première ligne, je dirais, nos amis grecs et nos amis italiens dans l'accueil des dizaines de milliers de réfugiés et de migrants, avec d'ailleurs le besoin de clarifier un petit peu les choses. Encore une fois, ne donnons pas de leçons à l'Europe, et moi je n'accepte pas les leçons venues peut-être d'autres régions du monde. Nous avons toujours et nous continuons à accueillir les demandeurs d'asile, celles et ceux qui ont véritablement besoin d'un refuge politique et qui peuvent donc valablement prétendre à obtenir le statut de réfugié politique ou le statut de réfugié de guerre. Mais en même temps, nous devons dire que nous n'avons pas vocation à accueillir tous
ou les migrants illégaux qui viennent dans des radeaux de mort d'ailleurs, souvent, pas uniquement, traverser au péril de leur vie la Méditerranée. Mais encore une fois, il y a nécessité, je pense, et je regrette qu'on ait tant et tant tardé et que surtout on ait attendu tous ces drames humains nés de l'éclatement de la Syrie, de l'aggravation de la situation sur la rive sud de la Méditerranée, en Libye, en Irak et ailleurs, pour véritablement se rendre compte, mais dans la douleur et dans l'urgence, de la nécessité de définir entre nous une politique européenne commune en matière d'asile et d'immigration. Parce que là, il y a une vraie ligne de fracture entre certains pays et d'autres, entre l'Europe de l'Est peut-être et plus l'Europe de l'Ouest, même si je le disais, aujourd'hui l'Allemagne semble faire machine arrière. Il n'y a pas de... On disait tout à l'heure, sur le dossier syrien, on est tous d'accord, mais alors sur... Politiquement et diplomatiquement parlant, oui, il y a une seule ligne mais sur la façon d'agir sur notre territoire, là, on n'est pas d'accord. Je crois qu'aucun pays européen ne se soustrait aux obligations du droit international et n'a pas vocation à accueillir sur son sol les demandes d'asile politique. Maintenant, qu'il puisse y avoir, je le reconnais et je peux en comprendre les raisons, de fortes réticences quant au mécanisme d'allocation de quotas obligatoires, parce que c'est de cela qu'il s'agit et c'est là-dessus essentiellement qu'avait porté la question posée par Viktor Orbán au peuple hongrois, le mécanisme de quotas obligatoires porté par la Commission européenne, etc. Je peux comprendre et partager les réticences parce que honnêtement, on marche un peu sur la tête, je le dis franchement, sans diplomatie excessive. Des quotas en matière d'immigration ou en matière d'accueil de réfugiés, ça ne peut pas être... Il faut que ce soit selon la volonté des États, selon préalable. Non, mais ça ne peut pas être un préalable à une nouvelle politique européenne d'asile et d'immigration. Ça peut en être la conséquence, l'un des aboutissements. Mais avant même que de se mettre d'accord sur qui veut-on accueillir, selon quelles conditions, selon quel statut, réfugiés politiques, réfugiés de guerre, migrants économiques, pourquoi pas, regroupement familial, pourquoi pas. Avant que de se mettre d'accord sur ce que j'appelle de mes voeux une véritable politique européenne commune d'asile et d'immigration, on veut imposer, la Commission européenne veut imposer des quotas obligatoires. Et là, effectivement, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas, comment dire, caractérisé par le meilleur bon sens. Moi, je souhaite qu'on ait au préalable une politique européenne commune d'asile et d'immigration. Et ça, c'est urgent, non seulement d'en parler, mais de la définir. On a perdu des années et des années. Très rapidement, c'est un sujet aussi qui concerne le local, puisque également dans les Yvelines, il y a eu des manifestations récemment pour dénoncer l'arrivée future de migrants. On parle de 800 ou 400 nouveaux migrants, plutôt ça ferait 800 au total sur une population de plus d'1 million de personnes. Est-ce que vous vous intéressez aussi à ces inquiétudes locales? Est-ce que vous penchez dessus en tant qu'eurodéputée francilienne? J'entends les inquiétudes des populations, parce qu'elles sont souvent exprimées assez fortement, hein, comment ne pas les entendre. Et puis je comprends également les interrogations des élus locaux et des maires qui voudraient pouvoir être entendus, être accompagnés, le cas échéant, être consultés en amont. Je pense qu'il faut faire preuve de considération et d'attention vis-à-vis de ce que peuvent exprimer des élus locaux et des maires, et qu'il ne faut pas plaquer sur des communes des facultés d'accueil qui n'auraient pas été dûment pensées, dûment élaborées. Avec les acteurs locaux. Je sais bien qu'il y a l'urgence puisque le gouvernement s'est engagé trop tardivement, bien trop tardivement, au moment où la situation était devenue totalement intenable, à démanteler le camp, je n'ose employer ce mot, de Calais, et donc se trouve à devoir envisager quoi faire des quelques 10 000 personnes qui s'étaient entassées de manière parfaitement inhumaine d'ailleurs, qu'on avait laissé s'entasser dans cet espace clos. Mais encore une fois, la politique de gribouille, quand il s'agit en plus d'hommes, de femmes et d'enfants, c'est forcément toujours extrêmement dommageable. C'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Constance Legris, on en vient maintenant à notre rubrique et chez nos voisins, ça se passe comment? On s'intéresse aujourd'hui aux différents régimes politiques en Europe, et pour les précisions, c'est avec Olivier Janouex, responsable du Centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. En
en Europe, on trouve différents types de régimes. On a une première distinction entre les monarchies constitutionnelles et les républiques. Donc les monarchies constitutionnelles, ce sont tout simplement en fait des régimes politiques où en fait on a un souverain qui joue un rôle essentiellement, on va dire, symbolique d'unité de la nation, et où en fait c'est le Parlement qui va élire un chef de gouvernement, comme ce qu'on connaît par exemple au Royaume-Uni avec le Premier ministre, qui lui va conduire la politique de la nation. Au niveau des républiques, on peut avoir un président qui peut avoir plus ou moins de pouvoir en fonction de l'organisation du régime. Ça peut être comme par exemple on a le cas en Allemagne où on a un président qui joue un rôle essentiellement symbolique et où c'est le chancelier allemand, ou là actuellement la chancelière allemande qui dirige la politique de la nation, ou on peut aussi avoir par exemple l'exemple chypriote où c'est tout simplement là où c'est le président qui va conduire la politique, où en fait, et là il n'y a pas de Premier ministre. On a en fait une dernière distinction entre ce qu'on appelle des régimes monocamérales et bicamérales. Alors tout simplement, c'est de savoir s'il y a une chambre ou plusieurs chambres au niveau du Parlement. Par exemple, on a le cas en Finlande où le Parlement n'est constitué que d'une chambre, donc là c'est un régime monocaméral, et donc on a des régimes bicamérales, par exemple comme en France où en fait on a deux chambres, où on a la chambre basse qui représente, on va dire, les citoyens, le peuple, donc c'est l'Assemblée nationale, et où on a la chambre haute qui alors représente en fonction des pays, qui peut représenter différentes choses. Pour nous en France, on a l'habitude de dire que c'est un peu une sorte de chambre de sagesse. En Roumanie, où en fait là c'est le Sénat qui représente tout simplement les départements roumains, ou au Royaume-Uni, où là tout simplement ça représente les lords. Ce que ça implique notamment, c'est que si c'est un régime bicaméral, on a un système de navette entre les textes. C'est-à-dire qu'en fait, que quand un texte est passé par une chambre, il faut qu'il soit voté exactement dans les mêmes termes par l'autre chambre, et ainsi de suite. Et des fois, on peut avoir plusieurs navettes, le temps d'arriver à un compromis sur le même texte. Tandis que si on n'a qu'une chambre, là, c'est plus simple, il y a juste à obtenir l'accord une fois d'une seule chambre. L'Italie, c'est un régime parlementaire bicaméral parfait. C'est-à-dire qu'en fait, entre la Chambre des députés italienne et le Sénat italien, il y a un équilibre des pouvoirs parfait. C'est-à-dire que s'il y a une chambre qui bloque, l'autre, le travail législatif ne peut pas avancer. C'est notamment une précaution qui avait été mise en place suite à la chute du fascisme, pour éviter justement de retomber dans ces travers-là. Actuellement, le Premier ministre italien Matteo Renzi souhaiterait faire évoluer ce système, notamment en supprimant le Sénat, afin justement d'améliorer le travail législatif, afin de le rendre plus efficace, que ça aille beaucoup plus vite. Et cette émission se veut également interactive. L'Europe fait souvent l'objet de reproches trop complexes, pas assez transparentes, voire parfois inutiles. Eh bien, nous donnons la parole à des acteurs de la vie locale dans les Yvelines. Et pour vous poser une première question sur l'Europe, vous avez Benoît Hamon sur la petite tablette juste là, député socialiste de la 11e circonscription des Yvelines. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, Benoît Hamon, député de la 11e circonscription des Yvelines. Chère Constance Legris, je voudrais vous interroger sur une question. Il semble qu'il se dégage un consensus, peut-être n'en êtes-vous pas, mais en tout cas un consensus en France autour du rejet du TAFTA. Si on rejette le TAFTA, le traité de libre-échange avec les États-Unis, pourquoi faire le CETA, c'est-à-dire le traité de libre-échange avec le Canada, et pourquoi poursuivre aussi sur la libéralisation des services, là où on considère que finalement ça a plus d'inconvénients, plus d'impact négatif pour l'emploi que d'avantages. Donc, que ferez-vous sur le CETA ? Alors, cette question de Benoît Hamon, député socialiste, c'est vrai que le TAFTA aujourd'hui est en suspens, on en parle. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oui, il a été très sérieusement mis au frigidaire. Le CETA, lui, par les Américains eux-mêmes d'ailleurs. Hein, et par aussi les Européens qui étaient forcément. Qui étaient de plus en plus réticents. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je partageais d'ailleurs et les inquiétudes et les réticences quant à la non-évolution des négociations et aux portes fermées que les négociateurs américains ne cessaient de nous renvoyer dans la figure. Ce qui n'est pas le cas sur le CETA, cet accord entre le Canada et l'Europe, qui sera signé fin octobre par les États européens et le Canada. Il n'y a pas d'inquiétude cette fois-ci sur des normes sociétales, environnementales qui ne sont pas forcément les mêmes du côté
Non, de l'autre je vous côté de rassure tout de l'Atlantique? suite, les accords commerciaux ne concernent pas les normes sociétales. Qu'on ait des enjeux de normalisation, mais il n'est pas question de questions sociétales. Le CETA est, d'après ce que j'en ai compris, je ne suis pas une spécialiste de politique commerciale, mais enfin j'ai quand même pris la peine de regarder de très près ce dossier, de beaucoup écouter, de beaucoup entendre, de beaucoup rencontrer d'interlocuteurs, d'acteurs économiques, d'acteurs agricoles et de beaucoup discuter avec mes collègues, apparaît quand même comme un accord qui a été très longuement et très minutieusement discuté, négocié et qui au final est un accord qui peut s'avérer extrêmement positif, qui va vraiment jeter des ponts entre le bloc de l'Europe, Union européenne et l'énorme marché, l'énorme contrée qu'est le Canada, et qu'il y a toute une série de mesures sur lesquelles nous sommes parvenus à faire prévaloir auprès de nos amis canadiens nos vues. Il y a par exemple c'était très important et c'est l'une des raisons pour lesquelles les négociations entre les États-Unis et l'Europe n'avançaient pas du tout. Nous avons réussi avec le Canada à mettre en place un mécanisme d'arbitrage d'éventuels conflits entre entreprises et États tout à fait satisfaisant, intéressant, qui n'a rien à voir avec les mécanismes d'arbitrage privé tels qu'ils existaient depuis des décennies dans le droit international. Attaquer une multinationale, voilà, là on met en place quelque chose qui correspond tout à fait à ce que d'ailleurs le Parlement européen n'avait eu cesse de réclamer depuis environ 18 mois, qui est un mécanisme d'arbitrage avec des magistrats professionnels, indépendants, etc. Donc sur toute une série de sujets qui, à juste titre, ont alimenté les réserves, pour ne pas dire l'inquiétude, voire la franche hostilité des projets d'accord euro-États-Unis, on a, avec le Canada, surmonté les épreuves, surmonté les obstacles, et donc quand viendra devant le Parlement européen, puisqu'il sera question de cela, non, je ne suis pas sûre que ça vienne aussi rapidement, enfin vous savez l'ordre du jour mieux que moi, mais enfin ça va venir effectivement, certainement avant la fin de cette année, la ratification. Je voterai en faveur de la ratification du CETA. Mais je redis, comme l'ensemble de ma famille politique, que sur le TAFTA, TTIP, on l'appelle comme on veut, le projet d'accord États-Unis-Europe, les choses étaient tellement mal engagées qu'il était, et les élections françaises et allemandes, il était devenu urgent de mettre sur pause. Nous avons mis sur pause. Merci Constance Legris d'avoir participé à ce 7-8 politique version Europe. Je rappelle que vous êtes évidemment eurodéputé Les Républicains d'Île-de-France. Prochain 7-8 politique le 28 octobre depuis nos locaux de Guyancourt dans les Yvelines. Nous reviendrons ici au Parlement européen le 11 novembre avec Pervenche Berès, eurodéputée socialiste. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur tvfil78.com. Au revoir.